et je vais vous parler du fait de renverser non pas la table, de ne pas renverser la cruche, mais de renverser son raisonnement. Bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Chaque semaine, 10h30, le vendredi, on vous fait un petit topo sur des sujets qui nous paraissent importants pour l'entrepreneur. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ça? Eh bien, je vais partager mon écran et vous emmener. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je pense que oui. Je vais vous emmener donc dans ce modèle mental. Renverser son raisonnement, c'est un outil. On va regarder comment cet outil fonctionne. D'abord, il faut se dire que le raisonnement, c'est un outil puissant. Cette capacité que nous pouvons avoir à rechercher la rationalité. C'est un outil, le raisonnement, qui tente de donner du sens. Quelque part, dans une situation qu'on essaye d'appréhender, le raisonnement va essayer de prendre des morceaux de la réalité, de les ordonner et de donner un certain sens à ce qu'on peut observer. Comme tous les outils, eh bien, il a ses limites. La difficulté de ça, c'est que il existe plusieurs façons de raisonner et qu'on peut améliorer donc sa capacité de raisonnement. On est plus ou moins bon à développer un raisonnement. Alors pourquoi l'inverser? Eh bien, l'inverser, c'est se doter de la possibilité d'identifier et de retirer les obstacles c'est l'action de prendre le raisonnement à l'envers. Mais comme c'est très consommateur d'énergie pour le cerveau, eh bien notre cerveau n'y va pas naturellement. Notre cerveau a tendance à s'accrocher au raisonnement qu'on aura fait et à considérer que ce raisonnement est le raisonnement optimal. Et quand on raisonne, c'est-à-dire qu'on essaye de faire cet effort de rationalité, on arrive, bien sûr, parfois dans des impasses. On bloque dans son raisonnement. Eh bien, quand on bloque dans son raisonnement, c'est à la fois un moment délicat, mais c'est aussi un moment extrêmement intéressant. De la même manière que lorsqu'on conduit sa voiture et qu'on s'enlise dans une flaque de boue, dans une dune de sable, il est intéressant de pouvoir reculer son véhicule pour choisir un autre chemin. De la même façon, quand on a un raisonnement et que quelque part il y a un obstacle dans ce raisonnement, il faut revenir en arrière. C'est un bon outil que de revenir en arrière. Alors, je suis sûr que vous avez envie d'un exemple. Et donc, je vais vous emmener vers Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, tout le monde le connaît, le plus grand détective de la littérature mondiale, celui, en tout cas, qui a certainement fait imprimer le plus de livres, même si il est loin d'être le seul détective de la littérature. Le détective, c'est un personnage, un archétype que nous aimons beaucoup, puisqu'il met de l'ordre dans le chaos, il trouve des réponses là où les autres ne la trouvent pas, et donc c'est un exemple, le détective, auquel nous aspirons tous en réalité. C'est pour ça qu'on achète ces livres, c'est pour ça qu'on les lit. Alors, il y a dans la série des Sherlock Holmes un ouvrage qui s'appelle Un scandale en Bohème. Alors, le scandale en Bohème, pour tous ceux qui ne s'en souviennent pas tout à fait, c'est qu'il y a une photographie compromettante qui concerne le futur empereur de Bohème avec une cantatrice qui s'appelle Irène Adler, et l'empereur, le futur empereur de Bohème, roi de Bohème, a très peur que Irène Adler utilise cette photo pour créer un scandale avant son mariage pour l'empêcher, ou bien évidemment après son mariage
pour le faire chanter. Et donc, il demande à Sherlock Holmes de retrouver cette photo. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si la photographie existe vraiment ou si Irène Adler bluffe. Et donc, le problème de Sherlock Holmes, c'est à la fois de savoir si la photographie existe et, si elle existe, où est-ce qu'elle est cachée. Et donc, vous voyez bien que les enquêteurs que le roi de Bohême, le futur roi de Bohême, ont déjà envoyés, ont déjà fouillé chez Irène Adler en son absence, ont déjà essayé de savoir si cette photographie pouvait vraiment exister et qu'ils ont fait chou blanc. Et on appelle Sherlock Holmes parce que, évidemment, on sait que son esprit fonctionne différemment et qu'il va peut-être trouver la solution. Que fait Sherlock Holmes? Il part du raisonnement inverse de la plupart des enquêteurs. Il se dit que si cette photographie existe, elle est cachée quelque part assez proche d'Irène Adler, pour que, comme ça a énormément de valeur, si cette photographie est menacée de destruction, alors Irène Adler pourra la trouver, s'en emparer et s'enfuir avec rapidement. Et donc, il inverse le raisonnement habituel. Et donc, pour tous ceux qui ne se souviennent pas de comment il met cela en application, eh bien, c'est assez simple. Il se débrouille pour être présent dans l'appartement d'Irène Adler sous un prétexte que j'ai oublié, mais que vous retrouverez en relisant Un scandale en Bohême. Il demande à Watson de déclencher un incendie ou de faire semblant de déclencher un incendie. Et à ce moment-là, évidemment, Irène Adler se précipite vers la cachette de la photographie et s'en empare, ce qui à la fois prouve que la photographie existe et montre à Sherlock Holmes où elle était cachée. Et donc, c'est l'inversion du raisonnement de l'enquêteur, c'est-à-dire je ne vais pas aller chercher des éléments me conduisant parce que ça ne marche pas à savoir si la photographie existe, je vais partir du principe qu'elle existe et je vais faire une expérience, regardons-le comme un scientifique, pour essayer de démontrer si oui ou non elle existe. Et cette expérience, c'est l'hypothèse de mettre en danger par un incendie cette photographie. Et donc, comment est-ce qu'on fait l'inversion du raisonnement? Eh bien, on part de la conclusion et on retourne en arrière. Alors, ça demande une vraie énergie mentale. Donc, c'est quelque chose que votre cerveau ne va pas vouloir faire spontanément. Et pourtant, qu'est-ce que c'est pratique? Ça va vous obliger à tracer les étapes de votre raisonnement. Si ceci est vrai, alors cela pourrait se produire. Si cela peut se produire, alors ceci peut arriver, etc., etc. Pensez plan de bataille, pensez négociation, pensez étapes d'un raisonnement scientifique. Vous écrivez ces étapes, vous les mettez sur le papier, vous les tracez avec une ligne de causalité de l'une à l'autre. Ça n'est pas très compliqué. Ça va vous obliger à clarifier votre propre raisonnement. Une fois que vous avez clarifié votre raisonnement, repartez en arrière et sur chacune des étapes intermédiaires, vous listez toutes les autres options qui seraient éventuellement possibles. Et donc, vous vous apercevez qu'en réalité, là où vous aviez une vision assez linéaire de votre raisonnement, eh bien, il y a une arborescence beaucoup plus touffue, beaucoup plus large que ce que votre esprit vous avait proposé. Pourquoi? Parce que l'esprit lui-même est conçu, le cerveau, pour économiser l'énergie. Et donc, il va de lui-même essayer de vous éviter d'avoir à réfléchir. Une fois que vous avez identifié les étapes et les options possibles de chaque étape, vous allez vous rendre compte spontanément qu'il existe plusieurs typologies de chemins pour arriver à la même conclusion. Et donc, vous allez découvrir d'autres possibles.
Le raisonnement n'est qu'une abstraction de la réalité. Il n'est pas la réalité, il est votre façon de voir les choses et de les mettre en ordre. Est-ce que c'est la seule possible? Peut-être, mais c'est assez peu probable. Un exemple remarquable de ce qui s'est produit avec cette inversion de raisonnement, c'est Florence Nightingale. Florence Nightingale est une infirmière qui est envoyée pendant la Première Guerre mondiale sur le front de l'armée anglaise, dans lequel il y a 23% de morts la première année. Et à la fin de la deuxième année, alors 23% de morts parmi les blessés, pardon, à la fin de la première année. À la fin de la deuxième année après son intervention, c'est 2,5%. C'est globalement 10 fois moins. Que ce que va faire Florence Nightingale? Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'elle n'est pas seulement la personne à qui on attribue la création du rôle moderne de l'infirmière, elle a été aussi choisie par la Royal Society of Statistics pour être l'un de ses membres. Elle va appliquer un raisonnement statistique inversé, c'est-à-dire en partant de la mort des blessés jusqu'à toutes les étapes intermédiaires pour s'apercevoir, c'est là qu'on lui doit quelque chose de très moderne, que c'est le traitement et l'absence d'hygiène dans la façon dont on traite les blessés anglais de la Première Guerre mondiale qui explique le taux de mortalité et non pas la gravité de leurs blessures ou le désespoir ou le fait de Dieu comme les gens l'imaginaient avant que cette femme exceptionnelle vienne sur le front avec beaucoup de courage créer son armée d'infirmières. En conclusion, nous sommes amoureux de nos raisonnements. Plus l'impulsion passe d'un neurone à l'autre, plus elle creuse un sillon qui fait que c'est de plus en plus facile pour le raisonnement d'être suivi, pour que le chemin d'un neurone à l'autre puisse être suivi. On est biologiquement amoureux de nos raisonnements pour économiser, nous disent les neurosciences, pour économiser l'énergie de notre cerveau. Ça crée donc un biais considérable dans la prise de décision. Pire, plus on est vif et intelligent, plus on est exposé à ce risque. Et donc, en général, l'intelligence est corrélée à la responsabilité, qu'elle soit celle de l'entrepreneur, celle de l'homme politique, celle du dirigeant en général. Et donc, plus on est intelligent, plus on est exposé à tomber dans son propre raisonnement et ne pas le remettre en cause. Et donc, le conseil que nous vous donnons aujourd'hui, à vous les entrepreneurs qui pourriez être éventuellement bloqués un jour dans un raisonnement ou découvrir que votre raisonnement est incomplet ou imparfait, c'est de repartir en arrière méthodiquement. Eh bien, c'est ce que font par exemple les alpinistes. Vous croyez que monter au sommet d'un pic rocheux, ça se construit en partant du bas? Eh bien, j'ai une nouvelle pour vous, ça se construit en partant du haut et en refaisant à l'envers toutes les étapes nécessaires pour revenir à la base du rocher. Donc, quand on est éventuellement bloqué au milieu de la paroi, il est un peu tard pour refaire le raisonnement depuis le haut. Mais voyez cette agilité intellectuelle que vous pouvez avoir. Et donc, de votre conclusion, qu'elle vous paraisse valide, ou du point de blocage où vous en êtes, notre conseil aujourd'hui, c'est de repartir en arrière et de reconstruire le raisonnement à l'envers. Je terminerai par il y aurait tellement à dire, par une petite phrase anglaise, Inversion leads to innovation, la capacité d'inverser son raisonnement est parfois une des clés de l'innovation.
Merci Patrick. Alors, avez-vous des questions face à un sujet aussi essentiel dans, justement, comme Patrick l'expliquait, l'innovation et la capacité de repenser ce qu'on vient de penser? Je trouve qu'on a avec nous un spécialiste du raisonnement et du recueil de raisonnement, donc en la personne de Manuel. Et tout en restant généraliste, qu'est-ce que tu peux rajouter à ça dans ces milliers de raisonnements que tu as recensés, capitalisés? Chez Sanofi, on a interviewé les deux sommités sur les médicaments qui servent à soigner le cœur. Je reste générique, hein, après ça devient trop complexe. Et en fait, les gars ne se parlaient pas et ils arrivent aux mêmes conclusions de manière radicalement différente. Et très souvent, quand on interviewe des experts de haut vol, hein, donc des gens qui ont la centaine d'années, qui sont des physico-chimistes ou autres, quand on les met dans la même pièce, c'est toujours très drôle parce qu'il y a toujours la phrase suivante qui revient et ah ouais, toi tu réfléchis comme ça, tu es vraiment mal barré dans ta tête. Et globalement, ils se rendent compte que leurs collègues ont une technique de raisonnement ou des chemins de raisonnement qui sont complètement différents des leurs, mais qui arrivent à la même conclusion. C'est comme quand vous avez un défaut sur une pièce de métal, le raisonnement, c'est de la causalité. Donc, c'est du cause-effet. Mm. Voilà. Et c'est pour ça que des fois, on a du mal à se parler. Vous avez une porte de train qui ne s'ouvre pas parce que le fil électrique est coupé. Il est coupé parce qu'une pièce mécanique l'a coupé. La pièce mécanique a cassé parce que le vérin a poussé trop fort. Le vérin a poussé trop fort parce que la commande a déraillé. La commande a déraillé parce que la carte de contrôle commande déconne. Et la carte de contrôle commande déconne parce qu'il y a une souris dans le toit du train qui a bouffé un câble. Eh ben, au moment où vous regardez la panne, vous avez un individu qui va directement aller voir s'il y a des souris qui circulent dans les toits des trains parce que lui, il a vécu cette expérience, alors que l'autre, il va essayer de comprendre et il va se dire ah, c'est une panne électrique, je vais aller chercher ma trousse d'électricité. Le mec, il va mettre 10 jours à réparer la porte de train. C'est ça le raisonnement. On n'est pas tous, on raisonne tous, mais on a des raisonnements transverses et des raisonnements verticaux. Et sachant que tout ça, c'est spatial et on va tous à des vitesses différentes dans des domaines différents. Voilà, c'est ça que je peux dire ce matin sur le raisonnement. Excellent. Merci Manuel, c'est profondément utile de savoir que d'autres raisonnent différemment. Tout le monde raisonne. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de saut raisonnement. Mm. C'est d'ailleurs intéressant parce que quand on échange avec un individu, à partir du moment où vous posez une question, la question qui dirige, qui est l'arme absolue, qui est la question d'opinion. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses de Bush? C'est un gros con. Celui-là, tu jettes. Si maintenant, qu'est-ce que tu penses de Bush? Le mec, il va développer pourquoi Bush est un gros con. Alors là, c'est mon opinion, bien évidemment. Hein. Il y a peut-être des amateurs de Bush ici autour de la table. À partir du moment où je vais avoir répondu à la question, je vais reposer et je vais renvoyer la question d'opinion. Donc, la seule clé de communication, c'est la question d'opinion. Ce n'est pas facile à faire. Ça dépend de l'éducation qu'on a reçue. Mais qu'est-ce que tu penses de? Eh ben, normalement, je développe mon raisonnement. Et du coup, je renvoie la question d'opinion. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Donc, l'autre développe son raisonnement. Et donc, on confronte nos raisonnements. C'est l'arme absolue du manager. Pour mettre les gens en mouvement, il n'y a qu'eux-mêmes qui peuvent se mettre en mouvement. Et pour qu'ils se mettent en mouvement, c'est-à-dire qu'ils s'auto-managent, il n'y a qu'une seule technique, c'est la question d'opinion. Et donc, si vous arrivez vers un gamin et que vous lui dites « qu'est-ce que tu penses de tes notes ?» c'est soit il a une culture comme quoi il va appliquer la culture que vous lui avez transmise en tant que parent, j'en pense ça, et ça reflète votre culture. Voilà. Et donc, et que dirais-tu d'eux? Voilà, ça, c'est les questions qui permettent de manager l'être le plus complexe à manager au monde, qui s'appelle un adolescent en herbe. C'est la question d'opinion. Et il y a un exercice rigolo sur un bulletin de notes qui fait que qu'est-ce que tu penses de ta note en maths? J'ai 5, je suis nul. Non, tu n'es pas nul. Vous voyez, vous engagez une conversation, il vous donne une opinion. Pourquoi tu trouves que tu es nul? Voilà.
Et pourquoi tu as 18 en histoire géo? Parce que la professeure est très jolie. Bon, je parle d'un garçon, bien sûr. Voilà, mais voilà, donc du coup, vous échangez les questions d'opinion. Et que comptes-tu faire? Une fois de plus, c'est une question d'opinion. Ah, bah, je vais essayer d'avoir 10 en maths. Hein. Et penses-tu que tu vas y arriver? Non, ça va pas être facile. Et que dirais-tu de viser non pas 5, mais 7 la prochaine fois? Ah, ouais, voilà. Et donc, la fois d'après, il revient avec 7. Il dit, putain, t'es un champion, mon fils. T'as eu 7 en maths. J'ai pas la moyenne. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de la moyenne? T'es passé de 5 à 7. Et là, vous avez une dynamique qui se met en marche. Parce que il y a que, comme je dis des fois à mes étudiants, c'est les maires qui ont inventé la moyenne en école d'ingénieur, en école de commerce à 14. Hein. Bon, il y a certains pères aussi qui veulent absolument que les gamins aient 14. Mais non, à 10, c'est bon, tu passes, tu as la moyenne, tu vois. Et la moyenne, ça veut dire quoi? Moi, en tant que jury dans des licences, j'ai fait passer des étudiants avec le groupe de travail qui étaient à 9,8 de moyenne. Parce que ça ne veut rien dire une moyenne. Donc, ce qui est important, c'est la question d'opinion. Je vais arrêter parce que j'adore ce sujet. Et il y aurait là matière à une chronique, mon cher Manuel. Merci. Et Eugénie n'a rien entendu. Tu ne fais pas à 10 de moyenne, évidemment. De toute façon, elle s'en moque maintenant, on est d'accord. Elle a chanté l'hymne anglais en faisant un lip dub, donc si tu veux maintenant, elle a compris le système, la moyenne, la moyenne. Non, mais Eugénie, derrière le gars qui sait chanter, c'est tout. Elle vise toujours 18, Eugénie. Ouais. Quand tu auras des enfants, Eugénie, tu viendras me voir, je t'expliquerai comment ne pas les traumatiser. Ça marche. Vu comme elle a été traumatisée elle-même, effectivement, c'est préférable. Et oui. Et c'est ma plus grande fierté, c'est d'avoir fait ce que je pouvais là-dedans, mais d'avoir des enfants qui eux-mêmes ne traumatisent pas mes petits-enfants. C'est magique, ça. Voilà. Question d'opinion. C'est top. C'est top de chez top. Manuel.